bien l'honneur et la lourde tâche de satisfaire à cette séquence incontournable de toute remise de prix littéraire qui est la laudatio de l'œuvre primée. Je le fais cette année avec d'autant plus de plaisir que son auteur, Colin Thibert, est, je crois pouvoir le dire pour une bonne partie du jury, une découverte que nous n'aurions pas faite en dehors du contexte qui nous réunit ce soir. Son livre précédent, Le Chevalier fracassé, avait déjà attiré notre attention et je suis particulièrement heureux que son dernier roman, Une saison à Montparnasse, ait cette fois retenu toute notre attention. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi un bref détour. Savez-vous qu'en ce 13 novembre 2024, date à laquelle la ville de Carouge remet un prix à un roman qui a pour cadre, on va en parler, la bohème artiste parisienne, il existait déjà un lien entre cette même bohème et la ville de Carouge. Non, vous ne savez pas. Eh bien, comme dit Sarkozy, je vais vous le dire. Durant la Commune, la bohème, à cette époque concentrée au quartier latin, regroupait une bonne partie des forces révolutionnaires. Seulement, après la semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871, qui a vu 20 000 communards exterminés dans un bain de sang, où croyez-vous que vont se réfugier la plupart de ceux qui ont échappé au massacre? Eh oui, Genève n'a pas seulement accueilli les réfugiés de l'édit de Nantes, mais aussi des hordes de communards en fuite. En 1871, au Paquis, aux Grottes, mais surtout à Carouge. Peut-être parce qu'on y était moins protestants et qu'on s'y amusait mieux. Dans les rues, dans les bistrots, c'est une proscription communaliste hirsute et ceinturée de rouge. L'endroit où nous nous trouvons, qui, il y a 150 ans, n'abritait pas encore la bibliothèque, était couvert de bicoques qu'on avait baptisé le Petit Paris, peuplé d'intellectuels ou d'artistes, tous ennemis déclarés de Napoléon III. C'était alors Carouge, la rouge, bien avant de devenir ce haut lieu de la boboïtude qu'elle est devenue actuellement. Mais venons-en maintenant à notre roman. 55 ans après la Commune, c'est à Montparnasse qu'on retrouve la bohème artiste dans ces années qui suivent la Première Guerre mondiale, celles qu'on a coutume d'appeler les années folles, une époque animée par toute une génération à la fois marquée par la guerre et désireuse d'en oublier les atrocités. Une génération que la collectionneuse d'art américaine Gertrude Stein avait nommée la génération perdue, si l'on en croit Hemingway du moins. Année folle, génération perdue, cette apparente antinomie rend bien compte de la complexité de cette période que nous décrit Colin Thibert. En surface, l'euphorie de la victoire donne le ton et le tempo. Paris rayonne d'une activité culturelle et intellectuelle débordante, avec le surréalisme, avec l'exposition internationale des arts décoratifs, l'art abstrait, les arrivées de Kandinsky et de Mondrian. Ce sont les années folles. Mais de manière plus souterraine, sourde une forme d'angoisse qui ne dit pas son nom. On assiste à l'éclosion du Front populaire, à la montée du nazisme et du communisme, qui se traduisent par de nombreuses émeutes agitant les rues parisiennes, et bien entendu à cette fameuse crise économique de 1929 qui se profile et dont certains personnages vont faire les frais. Voilà pour l'atmosphère que ce roman nous invite à découvrir. Voyons maintenant son décor. C'est donc à Montparnasse que le personnage central décide de poser ses valises. Je ne sais pas si, à l'image de Montmartre, Montparnasse en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Je vous fais grâce de la musique. Mais ce qui est certain, c'est que Montparnasse était alors le haut lieu de la bohème artiste, succédant à Montmartre, justement, devenu trop touristique au goût de certains. Modigliani avait donné le ton en changeant de rive en 1909, suivi par Picasso 2 ans plus tard. Et comme tout le monde à cette époque suivait Picasso, la bohème artiste
investi ce nouveau quartier qui s'étend du carrefour Vavin à la porte de Versailles, mais aussi de l'autre côté, le long de la colonne dorsale du boulevard Saint-Michel. Au reste, tout ce que les artistes trouvaient à Montmartre, ils le retrouvent à Montparnasse, qui accueillait déjà les peintres venus de l'Est comme Chagall. La ruche, à l'activité picturale débordante, était l'équivalent du bateau lavoir, la bolée, celui du lapin agile, la closerie des lilas, celui du chat noir. Voilà pour les lieux. Le roman, comme on l'a signalé tout à l'heure, nous emmènera aussi à Neuchâtel, mais on n'en dira rien pour maintenir le suspense. Ce personnage central, qui vient fréquenter le milieu de la bohème artiste de Montparnasse, est né et a grandi à Lyon. Cette thématique du provincial qui monte à Paris pour réussir dans le domaine artistique inscrit d'emblée notre personnage dans la grande tradition des romans d'éducation du XIXe siècle. On pense à Lucien de Rubempré dans Les Illusions perdues, à Charles de Mailly dans le roman éponyme des frères Goncourt, à Claude Lantier dans L'Œuvre, ou encore à Georges Duroy dans Bel Ami. Sauf qu'ici, le héros est une héroïne, et qu'elle vient d'un milieu bourgeois très aisé. Gabrielle, fille et sœur de riches soyeux lyonnais, les Berthelon, monte à Paris non seulement pour se consacrer à la peinture, elle s'inscrit au cours d'un certain Albert Serepensky, mais aussi pour s'émanciper d'entraves familiales étouffantes et un brin manipulatrice. À Montparnasse, loin du milieu bourgeois lyonnais, elle embrasse bientôt la plupart des caractéristiques qui définissent le bohème. Le rejet du matérialisme bourgeois et des conventions sociales, l'esprit rebelle, le rejet du matérialisme, le goût de la provocation, l'engagement absolu envers l'art, la recherche de nouvelles formes esthétiques, le statut de l'artiste dans la société, la pensée libre, la créativité libre et surtout la sexualité libre. Cela dit, une femme qui fréquente la bohème avec des ambitions d'artiste, c'est plutôt rare. À part les grisettes occasionnelles, la bohème abritait peu de femmes. On peut recenser quelques devancières célèbres de Gabrielle, pendant la Belle Époque, le peintre Suzanne Valadon, la mère du trio, des artistes de cabaret comme la Goulue ou Jeanne Avril, durant les années folles, les chanteuses Kiki de Montparnasse ou Fréhel. La plupart d'entre elles ont fini leur vie dans la misère matérielle et la décomposition physique, comme c'est d'ailleurs le lot de tous les bohèmes qui n'ont pas rencontré le succès ou qui n'ont pas su s'embourgeoiser à temps. Ce qui ne sera pas le cas de Gabrielle. Contrairement à l'itinéraire du bohème type, notre héroïne évitera la déchéance de la fin de vie. Si elle connaît à sa manière l'ascension et la chute, elle connaîtra surtout la résurrection. En fréquentant la bohème artiste de Montparnasse, Gabrielle vit une existence libre et dissolue. Elle découvre son penchant pour les amours saphiques. Elle se confronte à un milieu social beaucoup plus modeste que le sien, notamment par sa relation avec Marcel, une femme de nature, disons, plutôt frondeuse. L'homosexualité et la manière dont elle est considérée au début du XXe siècle comme une honte susceptible d'entacher sérieusement la réputation des bonnes familles est d'ailleurs le thème principal du roman et d'une certaine manière le moteur de l'intrigue, bien davantage que la quête artistique. Le mode de vie dissolu de Gabrielle va arriver aux oreilles de ses deux frères, bourgeois très conservateurs, qui craignent pour la réputation de leur famille et accessoirement pour la bonne santé de leurs affaires. Ils vont alors prendre une décision radicale, mais nous n'en dirons pas davantage. Le roman vaut également par ses personnages secondaires, tous aussi truculents les uns que les autres. Outre les frères de Gabrielle, surtout Charles-Henri, parfaite caricature à la Dickens du bourgeois obsédé par la morale, l'argent, la réussite sociale et victime de sa cupidité. On y rencontre aussi l'abbé Migeot, peut-être le personnage le plus sympathique,
et bien qu'ecclésiastique, le plus tolérant. Mais encore un notaire, un détective plutôt original, et pas mal d'admirateurs de Gabriel, portrait de l'artiste raté qui se croit illuminé par le génie. Tous croqués jusqu'à la drôlerie, avec un sens aiguisé de la caricature. Mais le personnage qui ressort du lot est bien entendu la concierge, Madame Ernest, par qui commence l'histoire et qui constitue une sorte de fil conducteur en ce qu'elle voit tout, elle sait tout et elle peut beaucoup. Un personnage aussi savoureux que la concierge de Muriel Barbery dans l'élégance du hérisson, dont tout le monde se souvient. Madame Ernest, à elle seule, vaut largement le détour par ce roman, que vous ne manquerez pas de vous procurer, sitôt la séance terminée, avec dédicace de l'auteur. Voilà, j'ai parlé 10 minutes d'une saison à Montparnasse, sans presque rien dévoiler de son intrigue, mais j'espère vous avoir donné l'envie d'en savoir davantage. Et si ce n'est pas le cas, alors je vous dirai cette fois sans embâche, lisez ce roman, et vous aurez l'assurance de passer un moment merveilleux, d'humour, d'émotion, de suspense, bercé par un style délicieusement classique qui se permet, à la manière bohème, quelques bordées bienvenues dans le lexique populaire, et tout cela en voyageant dans le temps et en vous instruisant. Que demander de plus?